Ok, bon, alors, on va poursuivre notre affaire. On va essayer de courir un peu. Alors, donc, c'est vrai que après notre historique la semaine dernière et puis le principe positionnement, hein, aujourd'hui, on a vu un peu comment est-ce que les signaux se présentaient, les signaux GNSS. Et donc, on a quand même une idée générale de comment les GNSS là fonctionnent généralement. On a une idée de leurs composants. On sait comment est-ce que les signaux là se présentent. On sait que les signaux là peuvent être définis en 3 composants. Les codes pseudo-aléatoires dans un porteur et puis le message de navigation. On a vu comment est-ce qu'on peut discriminer les différents signaux là à travers 3 techniques, TDMA, LDMA et puis DMA. On a vu un peu les différentes causes d'erreur et même les types d'erreurs. Puis on a vu comment est-ce qu'on pourrait relever un peu ces différentes erreurs que l'on pourrait éventuellement avoir au niveau de la mesure du positionnement. Alors donc, maintenant nous allons voir les principaux systèmes de positionnement à l'heure actuelle, les systèmes nouveaux. Parce qu'il y en a qui sont régionaux, on ne va pas forcément en parler, on va plutôt se concentrer sur les globaux. Alors, donc, on va essayer de distinguer les différentes classes de systèmes de positionnement par satellite. On va, pour chacun des systèmes de positionnement par satellite, donc nous allons parler ici, là, on va faire un bref historique de leur évolution. On va voir les composants propres à chaque GNSS et puis on va voir également les différents types de services que nous pouvons avoir pour chacun des GNSS auxquels nous allons avoir affaire. Donc, vous devez être normalement capable de... Donc, vous devez être capable normalement de identifier pour chaque type de GNSS tout ce qui lui est attaché. Quand je prends Galileo comme ça, vous devez être capable d'identifier les signaux de Galileo qu'on parle. C'est-à-dire, pour Galileo, quand on parle de causes pseudo-aléatoires, c'est quoi? Quand on parle de un porteur, dans quelle longueur d'onde ça évolue? Quand on parle de messages de navigation, quels sont les principaux messages qu'on pourrait avoir? Et pour chacun de ces types de GNSS également, puisque au niveau du segment utilisateur, il y a un certain nombre de services qui sont attachés. Et donc, vous devez pouvoir me dire quels sont les services attachés à Galileo, notamment pour les utilisateurs communs, ou bien les services dédiés, désouvriers, réservés, d'accord, avec les précisions éventuellement. Donc, c'est un peu comme ça que nous allons évoluer. Alors, donc, voici la leçon qui sera structurée en 4 éléments. On va voir les classes. Ça, c'est vraiment une petite partie. Pour anticipation, il y a 2 classes. On va les voir rapidement. Et pour chacun des types de GNSS, on va faire un petit historique là. Et puis, le composant propre à chaque GNSS. Et puis, les signaux également qui sont propres. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que on a déjà vu le principe du positionnement. Et à l'heure actuelle, il y a 4 GNSS qui sont opérationnels. Ils sont même opérationnels. Voilà. Parce qu'il faut actualiser un peu. Là, au moment où on commençait à monter ce cours-là, Galileo n'était pas encore complet. Parce qu'il y a, depuis, je crois, 2020, ils sont maintenant opérationnels tranquillement, ça marche. Alors, donc, on va relever les composants, les signaux et puis les services.
Voilà. Alors, donc, voici les cartes qui sont fonctionnelles là actuellement. Il y a le gain américain GPS, Beidou Compass qui est chinois. Et puis, vous en avez, ça, ce sont mes gars. Ça. Voilà, oui, ça, ce sont mes gars. Et puis, on a Galileo. Ah, shit. Bon, là, c'était une petite vidéo, mais comme je ne suis pas sur la machine, la source est restée. En fait, c'est une petite vidéo qui montrait les orbites de chaque GNSS. Alors, en termes de classe, il y a deux types de classes principales hein, au niveau des GNSS. Il y a les systèmes ascendant et puis ascendant. On l'a déjà appelé ça. Donc, ascendant, c'est lui. À qui ça va parler? Tu l'appelles ça, c'est pas vrai. D'accord. Donc, on avance. Donc, les systèmes par satellite, ça sera vraiment le système du sang. Il n'y a rien à faire puisque les signaux là viennent en haut là-bas. Ok, bref. Alors, un petit exercice quand même. Alors, donc, on va aller ça rapidement. On fait ça en 3 minutes. Alors, donc, on dit, bon, voici le résumé d'un système de fonctionnement par satellite. Les balises vont émettre des signaux qui sont reçus par des satellites. Les satellites vont à leur tour transférer les messages vers les stations terrestres et les stations terrestres là, vont transmettre les messages vers les centres de traitement qui déterminent la production. Les centres de traitement vont distribuer les résultats aux utilisateurs. On est dans quel type? Dans quelle classe? Qui dit ascendant? Ascendant? Donc, on parle en même temps. Donc, tout le monde dit ce que c'est ascendant. Aïe, Nani, encore. Le temps peut se mettre à niveau. Bien sûr. Avant de vous aider, ouais, je pensais. Vos histoires, on n'a jamais fait. Il y a un point qui ignore quelque part. Ok, très bien. Alors, donc, vous avez parfaitement raison, c'est vraiment un système attendant que on se retrouve. Donc, un tel système n'est pas vraiment indiqué pour les positionnements par satellite. Bien. Alors, donc, là, je n'ai pas fini. Attendez, c'est lui qui n'était pas là. Non, non, c'est lui-même qui n'était pas là. Ouais, qui dit que ça va finir? Les satellites transfèrent les messages vers les stations terrestres. C'est pas se comporter comme un gars de jamais. Donc, t'inquiète pas, toi, c'est comme ça, c'est. Non, voilà, pas du tout. Quand on va à l'école, là. Vous savez, quand tu arrives chez les blancs, il ne faut pas que quelqu'un n'a pas. Après que j'ai acquis, peut-être que tu peux comprendre, non, c'est un truc. Le blanc, quand je vois, il appelle une. Tout est écrit. Bien. Alors, non, c'est ça. Ça, c'est ce qui nous fatigue, nous, les blancs. On n'a pas dit. Bien, alors donc, on va avancer. On va faire un peu, vraiment un bref historique de Galileo. Donc, l'histoire de Galileo a été une affaire qui a commencé depuis 1999. Alors, donc, vous voyez bien que, je dirais que, j'allais dire le début du commencement de cette affaire,
il se rend compte que des fois, il a fait de 2 jours. Donc, c'est depuis 1989 qu'ils ont commencé. Et je pense que c'est seulement depuis 2020, en tout cas 2018-2020, dans l'intervalle, là, que, effectivement, le système Galileo est opérationnel. C'était une affaire de 19 à 2020, donc une vingtaine d'années quand même. Alors, donc, tout le monde, en tout cas, si tout le monde ne savent pas, Galileo, c'est une opération. Quand les Européens se sont mis ensemble pour lancer ce projet-là, et donc c'est l'Agence spatiale européenne qui a fait l'affaire. Et en 2001, l'Union européenne a pris la décision de construire son propre système. Donc, vous voyez que l'idée était là depuis 1999, mais c'est vraiment en 2001 que le pouvoir politique vraiment a accaparé cette idée-là pour la mettre en œuvre. Et donc, c'est en 2005 qu'ils ont commencé déjà les affaires. Ils ont commencé des satellites en 2005, donc c'était AEP. Après cette période de lancement des 2 satellites, là, en 2008, parce que les 2 premiers, en 2005, c'était des essais, et en 2008, c'est là que vraiment les 2 premiers qui ont commencé à envoyer des retours ont été lancés. En 2013, on a installé des récepteurs à terre, et puis, toujours en 2013, en fait, quand on lance un satellite, même quand c'est pour un satellite de positionnement, la première action à mener, ce n'est pas forcément le positionnement. Parce que le positionnement, c'est vrai que c'est le produit final, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire avant d'arriver au positionnement. Donc, tout ce qui a été fait avant 2013, c'était vraiment pour permettre au positionnement même de se mettre en. Donc, l'idée, c'est qu'on ne lance pas forcément tous les satellites en même temps. On lance une constellation donnée. J'ai dit la dernière fois que la constellation, c'est un peu comme une marque de véhicule. Voilà, donc on lance déjà 1, 2, on voit un peu ce qui n'a pas bien marché, on apporte quelques rectificatifs, et puis on lance encore les autres au fur et à mesure. Voilà. Donc, normalement, en 2018, on avait au total 22 satellites qui avaient été lancés. Enfin, pardon, 26 avaient été lancés, mais sur les 26, il y a 22 qui étaient opérationnels en 2018. Donc, normalement, en 2020, ça devait être totalement opérationnel. Galileo. Alors, donc, après Galileo, on va voir GLONASS. Donc, GLONASS, ça, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu quand on a commencé à parler des satellites actuels. Voilà, c'était le tout premier là. Voilà. Donc, ça veut dire que l'URSS, donc les Russes, ont connu un gros choc après l'effondrement du mur de Berlin, bien que les activités ont été mises un peu en veilleuse. Alors, donc, c'est pour ça que, en tout cas, depuis 1976, ils étaient bien lancés. Et de 82 jusqu'à 91, ça commence. En tout cas, c'était bon. Il y avait 43 satellites qui étaient déjà lancés. Et il y a 5 qui marchaient, en tout cas, qui commençaient à marcher très bien. Et puis, bon, quand le mur de Berlin s'est effondré, écoutez, il y a eu des problèmes, si bien que, bon, il y a beaucoup qui sont tombés en panne, les choses n'ont pas forcément suivi, et les gens sont restés en veilleuse pendant toute cette période-là, jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2002 avec seulement 8 satellites qui étaient vraiment opérationnels sur la quarantaine qui avait été lancée depuis dans les années 90. Mais depuis 2011, quand même, il y a une reprise du programme qui est en marche, et donc depuis 2011, quand même, c'est opérationnel. Là même, c'est PGPS qu'on va utiliser le TP, que je voudrais commencer quand même la semaine prochaine, la prochaine session, en fait. À la séance prochaine, on va faire, je pense qu'on va commencer par une normalement, je fais ce cours avec le docteur Danman, mais il n'est pas là. Il dit qu'il vient le jeudi. Bon. Je bien voulu qu'il fasse ça. Donc, on va commencer, et puis, bon, certainement, on n'est pas qu'on perd trop de temps. On va faire, et puis, dans la dernière séance, je serai avec vous, on va certainement faire quelques petits. Alors, donc, depuis 2011, quand même, on a vu qu'il y avait 8, mais actuellement, ça donne un peu quand même. Donc, il est entendu que les satellites et les récepteurs qu'on va utiliser là
ce sont des récepteurs qui peuvent capter à la fois les signaux du système GPS et de GLONASS aussi. Bon, donc Bennu, ça c'est les Chinois. Eux, c'est en 83 qu'ils ont commencé leur affaire. Bon, comme ils ne parlent pas trop, pas eu beaucoup d'informations sur leur progression, mais on sait quand même que depuis ces dernières années, là, ils sont en train de bouger un peu quand même. Et donc, actuellement, les images pour certains récepteurs GPS, c'est vrai que les récepteurs GPS que nous, on a là, ils n'arrivent pas à capter pour l'instant les signaux de Bédou, mais il y a d'autres récepteurs qui sont sortis qui réussissent quand même à les capter. Donc, depuis ici, avec le système Bédou, on peut avoir nos positions sans souci. Bon, GPS, pour ça, c'est le géant américain actuellement, c'est lui qui a pris la tête de tout le monde. Donc, on voit bien qu'il a évolué correctement. Et tout à l'heure, il y a, je ne sais pas, Kanga, Cablan ou bien François qui avait posé voilà, le problème de dégradation. Voilà. Alors, donc, jusqu'en 2000, il y avait une dégradation volontaire au niveau d'un service de GPS. C'est-à-dire qu'il y a des détails, une certaine précision qu'on ne pouvait pas avoir du fait de, qu'on appelle ça, du brouillage du système à ce niveau de précision. Donc en 2000, le candidat a consenti à lever ce brouillage assez bien qu'on réussit à avoir quand même un certain nombre de choses. Alors, donc, on va voir maintenant les composants propres à chaque GNSS. Petit récapitulatif, le petit rappel. Piqûre de rappel, qui va faire cette piqûre de rappel? Quelqu'un n'a pas encore parlé de piqûre de rappel. Non, le piqûre de rappel. Oui, mon ami. Avec le sourire. Rappelle maintenant. Zinsou. Oui, Zinsou. Ça, c'est un grand monsieur, on n'entend plus. Tu as entendu parler de lui? C'est un fils de l'essai Zinsou. Ah, tu vas bien? Tu ne savais pas dans quel trou il est rentré. On a rien de nous mettre aussi ici. Je sais, Zinsou, il a décédé jusqu'à l'année dernière. C'était un grand monsieur de ce qu'on appelle la pédagogie universitaire. L'andragogie, c'était l'un des patrons. Je travaille, il en a vu la deuxième. Et allons-y. Il y a rien au tableau. La réponse, c'est dans ta tête. Ouais, comment? Oui, faut lui donner la question. Monsieur, je n'ai pas pissé. Ouais, Timoko. Timoko, non. Tu te rappelles? Celui qu'on a vu depuis cet après-midi. Ouais, bon, d'accord. Donc, c'est que personne n'a bien compris la question. Oui, personne n'a bien entendu la question. La question est, ou du moins, la question n'est pas allée jusqu'à son thème. Je demandais quels sont les principaux composants des GNSS. Les quatre composants. Nous avons la composante spatiale, la composante avec le segment au sol et la station de contrôle, le segment utilisateur et segment utilisateur spatial. Vous avez dû faire attention. Ok, il y en a bien trois, voilà. Voilà, le méthode, c'est bon, voilà. Il y en a trois. Donc, toi, donc maintenant, on dit. Maintenant qu'on est tous d'accord sur le nom, alors il faut citer maintenant. Donc, le segment spatial, le segment au sol, c'est-à-dire la station de contrôle, et le segment utilisateur. Ok. Oui, voilà. Bon, c'est toi qui t'es dit de demander.
Non, non, c'est pas arrivé chez moi. Tu envoies peut-être à quelqu'un d'autre. Ah. Oh, non, non, peut-être que j'ai bien regardé. C'est pas j'ai regardé, j'ai pas vu. Oh, oui. Si, si. Ouais. Regarde, toi, sur- Oui, donc. Mais nous avons trois composantes du système GNSS. Nous avons le segment spatial, le segment au sol, c'est-à-dire la station de contrôle du sol, et le segment utilisateur. Très bien. Alors, donc ça, c'est vraiment le cas général. Donc, ce qui veut dire que chacun des GNSS sur lesquels on aura affaire là, on va retrouver ces trois. On est bien d'accord? Oui. Alors, donc, pour Galileo, le segment spatial, donc c'est ce qui se passe à l'air là-bas. Et qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau du segment spatial? C'est à quoi? Oui. Oui, vous avez la question. Elle on aura le satellite. Qui dit autre chose? Constellation des satellites. C'est pas le satellite, les satellites. Donc, l'ensemble des satellites, c'est ce qu'on appelle la constellation. Donc, au niveau du segment spatial, on va avoir des satellites. Et donc, les satellites sont propres à chaque GNSS. Alors, donc, au niveau de Galileo, vous voyez que vous étiez en train de parler qui parlait là de 36 000 km, là, vous voyez qu'on est un peu à moins de 36 000 km. Hein. Voilà. Alors, donc, au niveau du segment spatial, voici ce qu'on a. Et la durée de vie moyenne a été évaluée à 12. Alors, au niveau du segment au sol, là, on dit segment au sol ou segment de contrôle. Voilà. Donc, le segment de contrôle sera propre à chaque GNSS, comme on dit. Hein. Alors, donc, pour, au niveau du segment au sol de Galileo, là, vous allez vous rendre compte qu'un segment de contrôle, en réalité, lui, il a une double composante. Voilà. Donc, il a une partie qu'on appelle vraiment de façon typique segment de sol et segment au sol de contrôle. Donc, voici son rôle qui est là. Comme le nom le dit, va chercher, son rôle c'est de contrôler les satellites. Donc, à la limite, il est en bas ici, mais il est contrôlant, c'est qui va analyser leur état de santé, il va voir comment ils se comportent, de manière à ce que s'il y a des corrections à faire ou bien s'il y a un satellite qui est malade, on puisse le rappeler. Donc, à côté de, toujours au niveau du segment au sol, on a ce qu'on appelle aussi le segment de mission. Alors, donc, ce segment-là, il est constitué d'un certain nombre d'éléments. Donc, on va avoir des centres de mission. Donc, vous voyez où sont situés. Il y en a en Allemagne, il y en a en Italie. D'accord? Il a un certain nombre d'autres satellites d'autres stations, pardon, qui vont gérer les messages de navigation. Il a des stations réparties à travers toute la Terre là, qui vont chercher, donc, qui vont fournir aux satellites là un certain nombre d'informations pour leur permettre de bien travailler. Et puis, il y a des centres de sécurité qu'on va retrouver en France, au Royaume-Uni. Donc, vous voyez que finalement, un tel système là pour le toucher, c'est un peu difficile, puisque c'est réparti. Voilà. Tout ça, c'est à dessein, c'est pour des mesures de sécurité. Alors, donc, à côté du segment spatial et du segment de contrôle, on vient sur des segments au sol, là, dans le segment utilisateur. Alors, le segment utilisateur, on a dit que c'est tout ce qui est récepteur. Et comme on disait, le segment utilisateur là va donner lieu à plusieurs types d'utilisateurs, on dit ça comme ça, et donc plusieurs niveaux de services. Donc, il y a le service commercial. Le service commercial, tout à l'heure, celui qui parlait de cryptage, là, voilà, c'est ici que ça se retrouve en réalité. En réalité, oui, comme c'est commercialisé, si tu payes, on va ouvrir pour toi.
si tu as les accès, tu pourras avoir effectivement. Alors, donc, et puis il y a les services ouverts, donc ça c'est pour tout le monde là, ou à partir d'un récepteur, tu peux capter, donc voilà, pas forcément un récepteur Galileo, mais en tout cas un récepteur qui peut capter le fluide de Galileo à partir de lui, ça peut avoir justement fonctionnement. Donc, vous conviendrez avec moi que ce niveau, ou ce service ouvert, il ne sera pas aussi précis que celui qui est commercial. Très bien. Alors, donc, il y a un autre service, il y a le service de sûreté, et puis il y a le service public aussi, mais toujours réglementé. Le service public, en fait, c'est pour l'administration en général. C'est-à-dire que pour la plupart des pays européens, pour gérer leur histoire de sécurité intérieure et même transfrontalière, là, ce service-là, ils vont utiliser ça pour gérer ça. Donc, c'est-à-dire que nous, moi, comme ça, je me retrouve, je ne peux pas avoir accès à ce service. Et puis aussi, il y a le service. Monsieur, je vais venir en arrière pour une Voilà, question. une minute. Deux voisins. Terminé. Yeah, c'est ça. Ouais, d'accord. Depuis, j'ai. Oh, yeah, ok, d'accord. On va peut-être que ça allait dans l'espoir. Tu vois ça. Parfait. Ok, parfait. Je vais terminer pour la dès que je peux. Oui, monsieur, c'est Kangam. Tam. Tam. Yao, tu as dit ça, non? Lui, il n'a pas encore parlé, il va. Il a dit, pas quelqu'un. Lui, on a dit. On va revenir un peu en arrière. Je veux savoir. Concernant une position, il faut établir une position en tant que telle. Il faut au minimum 4 satellites. Maintenant, je veux savoir, est-ce que les 4 satellites peuvent venir de différents composants, c'est-à-dire GPS, un de GPS, un de Galileo, un de Bégu et puis un de Bonus? C'est une très belle question. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand il est en noir sur votre récepteur, c'est un peu comme, je donne une image très simple que je pense à partir de là. C'est comme quelqu'un qui a sa télévision et puis il donne deux images. Un exemple, il doit donner deux. Parce que par exemple, la télévision qui est là. Vous voyez, il y a les HDMI. HDMI 1, HDMI 2, après ça peut aller jusqu'à 5. Si sur le HDMI 1, c'est ce laptop-là qui est là. Si le HDMI 2, il y a mettons peut-être une PS4 qui est là-dessus. On va les mettre en marche à la télévision. Alors, vous demandez de choisir la source de sortie. Si vous voulez que ça affiche. Donc, si tu mets un là, tu ne vas pas avoir compris. C'est simple. D'accord? Donc, quand vous allez utiliser votre récepteur là, dès le départ, il va falloir choisir quel système vous voulez obtenir vos solutions. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, toujours pour la même télévision, il y a une antenne canal et puis il y a une antenne Star Time. C'est comme ça. Donc, si tu mets sur Star Time, tu ne vas pas avoir les chaînes du canal. C'est bon? All right. Bien, alors, donc, ça, c'était le service de Galileo. Ils ont pris le temps et puis on a un dernier service là. Alors, donc, après Galileo, on va voir GLONASS aussi. Toujours la même chose au niveau du segment spatial. Ce sont les récepteurs qu'on a non, au niveau du segment spatial. D'accord? On a les récepteurs ou bien les émetteurs. Oui. D'accord, les émetteurs, non? Ok. D'accord. Ou encore?
Partial. On est dans l'espace. Il faut avoir des secteurs là-bas. On est dans quel système? Système descendant. Donc, les secteurs là, il n'en pas. Il reçoit seulement. En haut là-bas, ce sont les satellites. C'est-à-dire émetteurs. Nous, ça, on accepte. Mais il n'y a pas de secteur là. Voilà. Alors, donc, au Galileo aussi, il y a un certain nombre de satellites. Il y a plusieurs générations de satellites qu'on va retrouver dans Galileo. Il y a des satellites Ouragan. Ça, c'était les tout premiers. Après, on est passé à. Pardon. Oui. C'est au niveau des segments utilisateurs. On aimerait savoir au niveau des services commerciaux et services est-ce que c'est uniquement des positions qui donnent parce qu'on paye ces services Bien. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a plusieurs choses. Mais un système de positionnement par satellite, comme ce nom le dit, sa première mission, c'est de position. Or, maintenant, derrière le positionnement, donc derrière la position, effectivement, on peut ajouter d'autres choses. Prenons simplement même celui que l'on a l'habitude d'utiliser, que tout le monde appelle GPS. C'est vrai qu'on dit ça donne la position, mais par derrière, vous allez vous rendre compte quand on va manipuler, qui va même vous donner aussi l'altitude. Je vous donne aussi l'altitude, donc ici, il reste qui donne même des services. Et pour les récepteurs qui sont un peu évolués, vous allez vous rendre compte qu'il y a un fond de cap même par derrière. Un fond Google Maps qui est ici. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des services, c'est gratuit. Mais, comme on dit, lorsqu'on se regarde, par exemple, dans un utilisateur service administratif, pour l'administration, par exemple, il dit n'importe quoi, si c'est un truc qui a été acheté par une direction de cadastre, par exemple, comme ici, là, vous allez vous rendre compte que ça ne sera pas seulement le fond des cartes Google Maps que tout le monde utilise, mais ça sera peut-être même tout ce qui est parcellaire, tout ce qui est plan cadastral, machin, avec les différents, comment vous appelez ça, les différents propriétaires des lots, tout ça. Alors, donc, au niveau du développement spatial de GLONASS, voici les satellites, les différentes générations de satellites. Il y a Ouragan, d'abord, après on a eu Ouragan R et puis Ouragan K1. Professeur, une question. Oui. C'est Idrissa. Ouais. J'aimerais savoir si vous parlez de segment spatial. Vous dites bien, si j'ai compris, ils ont des émetteurs. Donc, ils ne sont jamais récepteurs ou bien ils jouent les deux rôles. Ils ne jouent pas les deux rôles. En fait, peut-être que Idrissa n'était pas là la dernière fois, mais ce qu'il faut comprendre dans le positionnement par satellite, là, au niveau du segment spatial, nous avons les satellites qui sont des émetteurs. Donc, c'est un peu comme si on était dans le système la télésection passive. D'accord? Où la source de rayonnement, c'est le soleil. Donc, le soleil c'est le soleil celui qui va émettre des signaux vers la Terre. Donc, ici, les satellites vont jouer en plus le rôle du soleil. Donc, les satellites vont émettre les signaux là au niveau des objets, voilà, au niveau des récepteurs. D'accord, merci. Voilà. Une question, s'il vous plaît. Oui, c'est... Ouais. Monsieur Cablan. Oui. Oui. En fait, je veux abonder un peu dans le même sens que celui qui vient de poser la question tout à l'heure là. D'accord. Est-ce que les satellites là jouent essentiellement le rôle d'émetteur? Parce que dans le cas des stations permanentes GNSS COS par exemple, au niveau des corrections là, on sait que d'abord le capteur au sol va recevoir les signaux émis par les GPS. Et ce capteur qui reçoit les signaux là va transmettre à un autre capteur qui, lui, est sur un point déjà connu. Et donc, va s'enclencher la correction différentielle, comme on le dit. Et après cette correction différentielle, je crois que
les stations au sol transmettent les informations aux satellites qui, après avoir traité, ramènent encore sur le sol. C'est pourquoi je dis que je vais abonder un peu dans le sens de celui qui nous posait la question. Okay. Et dans ce sens, Non, c'est exactement ce que tu dis là, Kablan. Mais là, nous sommes dans le cas, parce que tout à l'heure, quand on parlait de GPS différentiel, donc c'est que nous, on est vraiment dans le cas d'un utilisateur lambda qui va utiliser un GPS, bon, je me permets d'utiliser ça, un GPS portatif tout simplement. Voilà, avec une résolution, parce que quand on est dans le GPS différentiel, on a des résolutions qui vont aller de l'ordre même du centimètre quand c'est vraiment très, très pointu. Alors que là, on a des trucs qui vont dans des résolutions de quoi, 3, pas même un peu plus de 3 mètres même, de précision. C'est ça. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'on parle, on n'est pas forcément dans les aspects, comment vous appelez ça, géodésiques, non, pas ça. D'accord. C'est compris. Merci, professeur. Professeur? Oui, c'est Drissa. Oui, c'est M. Idrissa. Donc, je repose une petite question pour avoir un petit éclaircissement. Concernant, par exemple, les trackers mobiles ou bien les radios qui ont un dispositif GPS, on dit que ici, est-ce qu'on peut parler que c'est des capteurs qui sont placés au sein de ces trackers ou de ces radios mobiles, VHF? Au niveau des VHF, je pense qu'il y a quand même, je ne suis pas très sûr que ce soit parfaitement la même chose. Je ne suis pas très sûr que ce soit le même fonctionnement. Et les trackers aussi, c'est toujours les capteurs ou bien c'est quel dispositif qui est placé pour qu'on arrive à les voir un peu à l'écran? Quand tu te connectes à la plateforme de suivi, tu peux voir leur signal sur des déplacements, les circuits, quoi, des déplacements du porteur de ces trackers. C'est un peu comme un détecteur on dit quoi? Un détecteur infrarouge, par exemple. Parce qu'on sait que un homme, quand il n'est pas mort, il dégage une certaine énergie. D'accord? Et donc, dès lors qu'il émet une certaine énergie, donc cette énergie-là est détectable par un appareil donné. Donc, quand on est dans l'infrarouge, on peut savoir que le mouvement, à travers le moteur, dit, ah tiens, voici le bonhomme, il bouge là, il bouge, il bouge. Alors, donc, ça peut faire la même chose. Si vous avez des radios, donc ces radios-là, eux, ils vont émettre. Et c'est justement ce qu'ils émettent là qui est capté par un système qui vous permet d'afficher tout cela à l'écran. Je ne sais pas si tu comprends. Merci, je comprends. OK. Merci. Très bien. Alors, donc, pour revenir à notre GLONASS, voilà un peu les satellites de GLONASS. Bon, cette figure qui est là, nous rappelle un peu tout ce qu'on a dit là-bas. Alors, donc, en 82, on avait les premiers types là. Après, on a vu les M, on a vu les K. Depuis 2014, on est dans les K2. Toujours avec GLONASS, après le segment spatial qui route les satellites, là, on va voir au niveau du segment de contrôle ce que on voit que c'est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, dans son segment de contrôle, là, il a une station de contrôle principale qui va se retrouver à Moscou. Et puis, il y a une station de synchronisation temporelle qui n'est pas trop loin de Moscou également. Et puis, on a 4 stations de suivi. Donc, c'est vraiment l'ensemble de tout ça là qui va permettre de contrôler tout le système GLONASS. Alors que pour Galileo, là, on a vu qu'il y avait 2 éléments dans le segment de contrôle. Il y avait un au sol et puis voilà. Alors, donc, après le segment de contrôle de Galileo, toujours au niveau des utilisateurs, du segment utilisateur, il y a un certain nombre de services. Donc, il y a les services standards. Donc, ça, c'est pour tout le monde. On a le PPS qui est beaucoup plus précis. Et donc, lui, il va nécessiter d'avoir
les clés, donc et puis d'avoir des accès pour pouvoir décoder le signal. Alors, donc, après, pour le NAS, on va voir les deux qu'on passe. On le segment spatial aussi, ben, c'est les satellites. Et donc, lui, il a quand même une centaine de satellites qui sont là, des segments de contrôle. Ça, c'est une illustration d'une antenne de contrôle de d'eau. Comme je disais, les Chinois, ils ne parlent pas trop. Donc, on n'a pas eu trop d'informations sur eux au moment où on montait ce cours-là. Peut-être qu'il y a des informations qui sont un peu plus actuelles maintenant. Ils ont commencé à parler maintenant. Alors, pour le segment utilisateur, je pense qu'ils ne vont pas déroger à la règle. Bon, ouais, c'est moi qui ne parle pas même là. On ne sait rien, mais je pense que ça doit être vraiment la même chose. La même chose, il y a des services, enfin, des niveaux de services qui sont ouverts, qui sont offerts, et puis il y a d'autres qui sont soumis à des autorisations ou bien, voilà. Donc, on arrive maintenant, voilà, GPS, c'est ce que tout le monde connaît. Donc, la constellation GPS, c'est ça qui est la constellation Navstar. Donc, l'ensemble des satellites du système GPS, c'est ce qu'on appelle la constellation Navstar. Je dis un peu le truc de cet acronyme-là. Alors, donc, pour le niveau au niveau du segment de contrôle, il y a une station principale, il y a des stations de poursuite et puis il y a des stations derrière. Alors, donc, les stations sont situées un peu partout. On en a sur les îles d'Ascension, on en a dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, il y en a. Colorado Springs, c'est là que se trouve la station maîtresse. Donc, ça, c'est aux États-Unis. Donc, vous voyez que finalement, ils ont essayé de couvrir un peu. Alors, au niveau du segment utilisateur, comme on a dit, c'est le niveau de service. Donc, il y a le SPS qui est ouvert, mais il y a des dégradations, voilà, volontaires. Comme ce sont les Américains qui ont créé le système, donc en fonction des choses, ils créent, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont toujours la main là-dessus. Et puis, bon, ben, il y a le service TPS qui est très, très petit, qui lui est réservé à l'armée américaine. Oui, monsieur Yao. Oui. Ce qui fait la particularité du GPS, d'abord, la première des choses, c'est que il a été vulgarisé. Et donc, cette vulgarisation a fait que donc, finalement, tout le monde s'y est mis, puisque pour les autres, c'était un peu difficile. Quand on voit un peu le contexte dans lequel l'histoire des choses-là a évolué, on s'est rendu compte qu'avec la chute du mur de Berlin, les choses ont été plus ou moins bloquées avec les Russes. D'accord? Les Européens ne sont venus que beaucoup plus tard. Et donc, le bloc occidental, ayant cette habitude de traîner tout le monde derrière lui, voilà. Ils ont montré quelque chose de nouveau, de bien, donc tout le monde s'est jeté là-dedans. Et donc, ça fait qu'effectivement, ils ont continué à travailler parce qu'ils n'ont pas donné que leur logo. Ils ont évolué. La preuve, les smartphones, même tous on utilise là. Les téléphones que même les Chinois fabriquent là, il y a ça dedans. Donc, vous voyez que du coup, ça fait que c'est difficile de s'en séparer. Les autres luttent, mais bon, je pense même que tout doucement, parce que le domaine du spatial, c'est un marché qui est encore vierge. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. Bon, donc, les gens font des efforts. Il n'y a pas tout longtemps, même, il y a les Chinois qui étaient évoqués là, qui sont venus installer quelques applications. SIG. Mais vous voyez qu'on ne peut pas faire des SIG sans positionnement. Donc, par derrière, les choses ne sont pas aussi simples. Ils sont venus me donner ça gratuitement, mais par derrière, il y a des informations qui sont en train d'être reportées. Et c'est ça le business, c'est les relations internationales. Il n'y a pas de philanthropie. Ce n'est pas une affaire digitale ou que je ne gagne pas. C'est ce que je gagne par derrière. Voilà. Parce que ce qu'on ne sait pas, même quand on fait Google, on fait juste une recherche, c'est des sous, c'est des milliards qui sont engagés par derrière. C'est tout un business. En comparant, c'est qui est comparable en fait.
comparons ce qui est comparable. Ici, en Afrique, actuellement, on a un litige. Moi, je suis pour nous, là, c'est juste des petits satellites de télécommunication. Et même si par extraordinaire, on réussit à faire le positionnement, ça fera le positionnement régional tout simplement. Ah, ok. Bien. Comme je l'ai dit, les récepteurs que nous on utilise là, et toi, quand tu vas dessus, tu vois seulement. Et il te demande même, est-ce que tu veux recevoir seulement les signaux de GPS, ou bien il te demande, est-ce que tu veux recevoir GPS plus GLONASS, ou bien est-ce que tu veux recevoir GPS plus Galileo, tout ça. Donc, c'est dit qu'il y a la possibilité de reconnaître ces choses. Maintenant, ce qui va venir par derrière, c'est que, comme la plupart de nos instruments sont calibrés par rapport au système GPS, peut-être que l'utilisation qu'on va faire de ces données sera un peu difficile. Sinon, si vous avez un récepteur qui peut capter, il n'y a pas de souci. Bien, on dit pas ici. Bon, donc ça, allez faire ça à la maison. Et ainsi de maison. Alors, donc vous avez vu, on a vu les composants de chaque GNSS. À côté des composantes aussi, il y a les signaux. D'accord? Alors, donc, on va aller vraiment au pas de course. Hein. Voilà. On voit les signaux de Galileo. Donc, vous voyez qu'en fonction des services, il y a des signaux dans lesquels on peut avoir, enfin, à partir desquels on peut avoir, comment vous appelez ça, le positionnement. Donc, il y a 3 niveaux, E1, E5, E6. Et puis, tout ce qui est gratuit, là, c'est ce qui est en haut. Quand on commence à vendre, on monte là. Et puis, réglementer. Donc, ça, c'était l'introduction. Alors, donc, on avait parlé, au niveau des signaux, il y en a combien? Il y a 4 niveaux, non? 4 composants des signaux GPS. 3. OK. Les codes, les zones porteuses et le message de navigation. Je ne vais même pas dire. OK. Alors, donc, pour GLONASS, voici le code. On a le CA code et le P code. Donc, on donne un peu. Les porteurs, c'est G1, G2. Les zones porteuses de GLONASS, comme je l'ai dit, c'est G1, G2. On peut même avoir un troisième niveau qui est G3. Et donc, au niveau de la discrimination des signaux là, pour GLONASS, lui, contrairement à GPS, il va mettre l'accent sur le CDMA. Pour GLONASS là, lui, c'est plutôt sur le FDMA qui va mettre l'accent. Ça veut dire que lui, il va identifier les signaux qu'il reçoit, ou du moins les satellites auxquels appartiennent les signaux qu'il reçoit à partir, pas à partir du code pseudo aléatoire, mais plutôt à partir de la fréquence. Bien. Bon, on dirait que je suis fatigué, les gars. Comment vous appelez comme ça? Ouais, non, voilà, quelques diapos. Bon, d'accord, je vais vous mettre ça sur la plateforme quand même pour la lecture. Voilà.
Ok, allez, merci les gars. La semaine prochaine, enfin, le jeudi, on va regarder rapidement le système GPS, voir un peu les utilisations. Et puis, je pense qu'on va commencer à manipuler. Il faut que je retrouve bien les GPS. Parce que, d'accord. Oui, c'est bizarre. C'est pas c'est Si, si. Ouais, on va voir ça. Oui, Android.